Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast spécialisé en arts martiaux mixtes. Toujours en excellente compagnie. Patrick Côté qui se place les cheveux, replace la avait une couette casquette. par rapport. Ouais, c'est vrai, hein, couette rebelle. Comment ça va en ce beau mardi, mon cher Patrick? Ça va très bien, toi, mon Ben. Ça va très bien. Début de semaine sous le signe du travail. Et du soleil. Et du soleil. Oui, début de semaine printanier, t'as raison. T'as raison. Yes. Ça fait, et je pense qu'il y a 11-15 degrés jeudi. Absolument. Tu vas placer ta piscine, c'est ça? C'est ça que tu as prévu faire cette semaine? Si c'était juste de moi, je le ferais. Mais je vais me garder le gêne. Ouais, c'est tes voisins, ils risquent de te juger un peu. Comme d'habitude, gros menu pour vous aujourd'hui. On revient sur ce qui s'est passé au cours du week-end dernier dans le monde des arts martiaux mixtes. Il y a eu de l'UFC, mais il y a eu également Eagle FC, ceux qui... il y a eu plein d'affaires, mais on va surtout parler de Eagle FC et de l'UFC parce que Kevin Lee et Diego Sanchez, deux anciens de l'UFC, dans cette cette promotion nouvellement acquise, disons ça comme ça, par Habib Nurmagomedov. On va essayer de faire le portrait de cette promotion-là. Ils ont signé beaucoup de gros noms également. Donc, c'était le premier gros événement aux États-Unis là, cette fin de semaine avec Kevin Lee en grande finale et Diego Sanchez. On va vous en glisser un petit mot. On met la table pour en fin de semaine. L'UFC qui voyage pour la première fois en 2 ans. On s'est retrouvé du côté de Londres cette fin de semaine et comme d'habitude, l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Et je vais avoir des petites questions pour vous, mesdames et messieurs, donc restez jusqu'à la toute fin parce que j'ai besoin de votre aide. OK, Pat, on était ensemble samedi soir à RDS pour le gala de l'UFC mettant en vedette Magomed Ankalaev contre Thiago Santos. Un duel important chez les mi-lourds. Et on en parlait en ondes. Performance décevante des deux. Mais c'est parce que les attentes étaient très élevées pour Ankalaev. On se disait, ça y est, c'est cette fois-là qu'il a finalement, après 7 victoires consécutives, c'est son audition, c'est là qu'il doit sortir une grosse performance, une performance signature contre le vétéran, ancien aspirant au titre Thiago Santos. Il a gagné 8 victoires de suite, Magomed Ankalaev. Il est inarrêtable à 205 livres, mais il a été très, très, très prudent cette fin de semaine contre Santos. Comment expliquer son approche, selon toi? Je sais pas, mais il faut jamais oublier que l'UFC est une compagnie de divertissement. Et si t'es plate, même si t'as 20 combats en ligne que tu gagnes, si t'es pas vendeur, s'il y a personne qui va se déplacer pour te voir, si tu prouves pas que tu veux avoir un combat de championnat du monde, t'en donnes pas plus que le client demande, c'est plate, mais le sport est rendu comme ça, t'auras jamais de combat de championnat du monde. C'est pas avec une performance comme ça qu'Ankalaev pense qu'il va avoir un combat de championnat du monde, ça c'est sûr. Là, on va vouloir le tester avec des rackets, on va vouloir le tester avec Anthony Smith. Je pense que là, il est rendu là. Lui, il pense qu'il en a fait assez pour avoir un combat de championnat du monde. La réponse, c'est absolument pas. De mon avis, en tout cas, je serais très surpris que Dana White ait un combat de championnat du monde après ce genre de performance-là. Ça veut dire qu'il a gagné, il a absolument raison, mais les performances sportives aujourd'hui ne sont pas assez pour passer en avant du monde qui sont en avant de toi pour avoir un combat de championnat du monde. Il faut que tu livres la marchandise. C'était vraiment ça. C'était son combat pour faire un statement. Un ancien gars qui s'est battu pour le championnat du monde, un gars qui était ancien dans les top 3 mondes. C'était sa soirée pour faire un statement, passer à travers et montrer qu'il méritait un combat de championnat du monde. Première finale d'Ankalaev aussi. Première fois qu'on le mettait en finale d'un événement. Ça tente-tu de le revoir, toi? En finale? Malheureusement, non. C'est ça. T'as raison. Poser cette question-là, ça résume très bien la situation dans laquelle il se retrouve présentement, le Russe. Parce que c'est ça. T'as beau gagner, mais c'était on dit en bon québécois, un snooze fest. Là. Je veux dire, il n'a pas vraiment essayé de lutter. Peut-être dans les 2 derniers rounds, surtout contre la cage. C'était tellement inégal. Il y a tellement eu de longs moments où il s'est rien passé, où les deux gars faisaient juste se regarder et feintaient, puis Santos, c'est pas mieux, là, je veux dire. Mais Santos avait moins à gagner qu'Ankalaev.
Mais c'est ça, tu sais, ça prend 2 pour jouer, ça prend 2 pour danser. Sauf que, tu sais, il y a des moments, à un moment donné, qu'on ne disait rien. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'à radio, ça se fait pas, mais à la télé, on a une image qui nous aide, mais en même temps, tu peux pas décrire ce qui se passe pas. Fait que, on est comme ça, on peut bien, à un moment donné, on peut pas parler de la cousine de l'autre. Puis, je veux dire, à un moment donné, là, il n'y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe. Puis, je veux dire, c'est ça qui est plate. C'est que si, à 2, toi puis moi, on n'est pas capable de rien dire pendant à peu près 30 secondes dans un combat, c'est parce qu'il se passe pas grand-chose, je vais te le dire. Fait que, tu sais, ça a été une finale très décevante. Puis en plus, tu l'as mentionné, c'est sa première finale dans un événement. Tu peux pas passer à côté. Là, il n'y a personne qui va revoir un Kalaev en finale. Personne. Là. C'est impossible que tu aies dit, hey, il a fait un combat intelligent. Non. Les deux, ils avaient très peur. Les deux étaient très hésitants. Les deux, peut-être qu'il y avait un plan de match, j'attendais de l'autre, travailler en contre-attaque. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'ajuster dans un combat. Puis c'est ça la qualité des plus grands combattants. C'est donc capable de s'ajuster round par round. Ça a été 25 longues minutes, ça c'est sûr. Tu parlais de Rakic, tu parlais d'Anthony Smith. J'ai fait un petit peu la division, le portrait de la division des mi-lourds. Bon, Glover Teixeira est le champion. Il va faire sa première défense de titre contre Jiří Procházka, ce nouveau venu, ancien champion de Ryzen qui a gravi les échelons avec des grosses performances à l'UFC. Rapidement, lui, il a obtenu un combat de championnat. Ouais. Ça va se passer le 11 juin à l'UFC 275. Jan Błachowicz, l'ancien champion, devait affronter dans 2 semaines, le 26 mars, Pat, Alexander Rakic. Błachowicz s'est blessé, ou en tout cas a dû renoncer à ce duel-là. Rakic, sauf erreur, est disponible pour un combat. Là. Bon, c'est sûr, Ankalaev ne va pas se battre demain matin quand même. Mais est-ce que l'UFC tient à refaire Rakic contre Błachowicz, ou on pourrait faire Rakic contre Ankalaev? Anthony Smith, tu sais qu'il était il est sur une séquence de 3 victoires. Il était sur le panel d'ESPN comme analyste cette fin de semaine. Et lui, il a dit... Et les deux devaient s'affronter à un moment donné. Anthony Smith était blessé, revenait d'une infection, d'une opération, pouvait pas affronter Ankalaev à ce moment-là. Et là, Ankalaev, depuis ce temps-là, dit il a peur de moi, il a refusé le combat. Mais Smith dit non, c'est parce que j'ai refusé le combat à ce moment-là. Mais là, je suis en pleine forme. De moi encore 4 semaines de camp d'entraînement, puis je suis prêt à affronter Ankalaev n'importe quand. C'est pas farfelu de penser que ces deux gars-là pourraient s'affronter non plus. Hein? Non, mais de toute façon, on n'aura pas le choix que de donner un autre combat à Ankalaev face à ce genre de combattant-là pour vraiment avoir une raison de le mettre en combat de championnat du monde. Parce que présentement, je ne vois aucune raison valable qui pourrait vraiment justifier sa place en combat de championnat du monde. Rapidement sur Thiago Santos maintenant, c'est un peu plus nébuleux dans son cas. Je pense pas 4 défaites en 5 combats. Et plusieurs performances sans éclat de suite. Pour un gars qui a été reconnu pour faire des coups de circuit, pour se donner en spectacle, pour réussir des gros KO, être dans des guerres, être dans des gros combats de tous les instants, lui, ça lui fait 4 défaites en 5 combats et 5 performances consécutives. En fait, au moins 4 performances consécutives où c'est très, très, très ordinaire, le gang ou père. Quel avenir pour Thiago Santos, selon toi, à 38 ans quand même aussi? Ouais, tu sais, des fois, une blessure, il y a des combattants qui ne reviennent jamais de ça. Ça a l'air d'être le cas de Thiago Santos. C'est dommage. Il s'était blessé en combat de championnat du monde, un combat qu'il avait perdu par décision partagée face à John Jones, un combat serré. Ouais. Imagine s'il avait eu ses 2 jambes jusqu'au bout. Peut-être qu'il aurait été champion. Mais il n'a jamais été capable de revenir, de retrouver ses repères, on dirait, dans un combat après. Puis ça l'a complètement déraillé, cette blessure-là. C'est dommage, c'est les risques du métier, hein. Mais il y a des athlètes qui reviendront jamais de des grosses blessures comme ça. Il y a eu une blessure au genou, ligament croisé antérieur, s'est fait opérer, une longue réhabilitation. Malheureusement pour lui, là, clairement, on voit que il aimerait terminer le combat seulement d'un coup de poing à toutes les fois. Mais rendu au niveau ce qui est rendu là, ça marche pas, ça marche plus. Tu sais, au début, ça marchait, il affrontait des combattants peut-être un peu moins expérimentés, moins talentueux, peut-être plus kamikazes, peut-être un petit peu. Là, aujourd'hui, il affronte des combattants qui sont dans le top 5, 10 mondial, qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus skills-wise, beaucoup plus d'habileté aussi, puis au niveau de la mentalité aussi, de fight IQ, ils sont beaucoup plus forts. Fait que c'est ce genre de tactique-là, rendu à ce niveau-là, ça marche plus ou moins. Donc, je sais pas, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change. Mais clairement, là, il est perdu.
Puis pas perdu dans sa tête, il est comme perdu il rentre dans l'octogone, on dirait qu'il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il retrouve ce sentiment-là, d'être à l'aise dans l'octogone, puis de retrouver le plaisir aussi de combattre. Là, parce que ça ne doit pas être bien plaisant présentement. Non, puis tu as raison. C'est ça. Avant, dans son ascension vers le titre, c'était un gars qui avait peur de rien, qui arrivait avec une mentalité d'aller chercher quelque chose. Là, on dirait qu'il se bat avec une mentalité de peut-être pas perdre son poste, son statut, sa place dans les classements et peut-être pour pas se blesser aussi. Ça peut peut-être jouer psychologiquement d'aller se battre en ayant peur de se reblesser. Oui. Ça se peut très bien. Je veux dire, le mental est vraiment plus fort que le physique. Hein. Donc, si le mental est bloqué, t'as bien beau être en pleine forme physiquement, ça sort pas. À part la finale, Pat, ça a été une très, très belle carte. On a eu des grosses performances, des gros KO, des grosses soumissions. Ouais. C'était vraiment, vraiment divertissant. Song Yadong qui a peut-être envoyé Marlon Moraes à la retraite. En tout cas, Song Yadong, le jeune Chinois de 24 ans, ça lui fait 8 victoires. Ouais. C'est sa 8e victoire en 10 combats à l'UFC. Il fiche de 8-1-1 avec l'organisation. 2e KO consécutif. Je vous rappelle qu'il a juste 24 ans. Et pour Moraes, le vétéran, lui, ancien aspirant au titre, 4e défaite par KO consécutive. Et là, celui-là était pas beau à voir, dans le sens c'était beau, là. C'était un bel uppercut, c'était un beau coup de Yadong, mais pour Moraes, se faire coucher comme ça et se faire mettre KO d'un seul coup de poing, ça sent pas bon pour la suite. Tu sais, oui, le coup de poing était bien appliqué. Tout était beau dans l'attaque, là. Il reste que, Moraes, il n'est plus capable d'absorber des coups. Tu le vois, là, son menton, sa tête est hypothéquée. 4 défaites de suite, là, puis c'est bizarre, là, c'est bizarre de dire ça. Marlon Moraes, 4 défaites de suite par knockout, je le dis, puis j'ai de la misère à le croire moi aussi. Mais clairement, j'en parlais aussi pendant l'émission RDS, la confiance que tu as quand tu rentres dans le combat, puis tu sais que, maudit, faut pas que je mange un coup, là, parce que je sais pas, je vais être capable de. Hey, imagine l'angoisse. C'est ça. Imagine l'angoisse que tu as quand la cloche sonne, puis l'arbitre dit OK, let's go along. Tu veux bien, là, mais quand tu hésites, tu viens encore plus vulnérable. Tu sais, Marlon Moraes, je sais pas ce qui va se passer avec, mais sérieusement, c'est pas. Je pense c'est pas bon ce qui se passe présentement. C'est présentement, là, je pense qu'il faut qu'il fasse une intervention. Pas de confiance, là, mais ouais, c'est ça. Faut qu'il parle à son entourage. Faut que son entourage lui parle aussi. Il y a un gros examen de conscience, un gros examen de la situation, là, c'est ça. Examen de confiance, c'est ça que je cherchais, merci. Puis tu sais, pour Song Yadong, écoute, lui, c'est vraiment un beau prospect. Il est bien coaché, il est bien entraîné. Il a de l'air d'être coachable aussi, il a de l'air d'être facile à entraîner aussi, parce qu'à toutes les fois qu'on le voit, il s'améliore. C'est vrai. Ça, c'est un signe de combattant qui est facile à entraîner quand il absorbe toutes les connaissances que tu lui donnes, les nouvelles, puis il est capable de tout mettre ça ensemble rapidement, parce que de combat en combat, on le voit qu'il est de meilleur en meilleur. Et lui, là, c'est un bel avenir, lui. Oui, effectivement, entraîné par Team Alpha Male, Uriah Faber, qui a dit il y a déjà plusieurs années, plusieurs mois, ce gars-là, c'est le futur champion des 135 livres, des poids coqs de l'UFC. Il n'est pas rendu, là, c'est une division. Après les légers, là, je pense que c'est la division où il y a le plus de profondeur, les poids coqs, où il y a le plus de talent vraiment. Donc, il n'est pas rendu encore Yadong. Là, il est entré dans le top 10. Il est 9e maintenant. Il est 10e, en fait. Il est 10e. Il a lancé un défi à Dominic Cruz, qui est classé 7e. Là, je regardais de 5 à 10. Là. Rob Font, Merab Valishvili, Dominic Cruz, Marlon Vera et Pedro Munoz. N'importe qui. C'est des grosses pointures. Moi, je soupçonne, par exemple, ce call-out-là, que Uriah Faber soit en arrière de ça. Il y a des chances, oui. Je soupçonne que peut-être Uriah Faber l'a glissé dans l'oreille. Hey, Dominic Cruz, call Dominic Cruz. On connaît la rivalité puis entre Team Alpha Male puis Dominic Cruz, Dominic Cruz s'est battu comme quasiment tout le monde, les meilleurs Team Alpha Male. J'ai comme un petit soupçon qu'il y a un petit peu d'Uriah Faber en arrière de ça. Il y a des chances. En tout cas, c'est pas un mauvais défi parce que non. Il venait de battre un gars qui était aspirant au titre, un gars qui a été reconnu pendant 3, 4, 5 ans peut-être, un des meilleurs de la division. Et là, pourquoi pas ajouter un deuxième vétéran à sa fiche en Dominic Cruz. Mais c'est ça. Là, on rentre
pour Song Yadong dans la... On rentre dans la catégorie ça passe ou ça casse, là, ces prochains. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, Cruz, encore très bon, a ralenti, c'est sûr, là, avec l'âge, mais encore très bon. Puis un combattant aussi avec un style particulier. Donc, si Yadong affrontait Cruz était capable de le solutionner. Ça nous en dirait beaucoup sur le potentiel de Yadong. Et Rob Font, on l'a vu, un des meilleurs strikers de la division. Merab Dvalishvili, un des bons lutteurs. Peut-être un des plus complets aussi. Puis là, je ne suis même pas dans le top 5 là, avec des Corey Sandhagen, avec des TJ Dillashaw et tout ça. Donc, il y a énormément de talent à 135 livres, mais Song Yadong à surveiller parce que lui, il s'en va juste une place puis c'est vers le haut. Sodiq Yusuff rapidement contre Alex Caceres. C'est un duel qu'on attendait parce que deux gars du top 15 à 145 livres. On avait des questions sur Caceres, on le connaît depuis longtemps, puis on se disait, mon Dieu, à 33 ans, je pense qu'il connaît les meilleurs moments de sa carrière. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est tombé dans la fontaine de jouvence? Contre Yusuff, un gars qui est un combattant complet, un gars ultra talentueux. On a vu un peu les limites d'Alex Caceres en fin de semaine quand même. Ouais, moi, j'ai pas aimé sa stratégie. Je pense qu'il s'est battu comme son adversaire voulait se battre. Yusuff, il a démoli les jambes. On le savait. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'il était mal préparé. Il a eu l'air mal préparé Caceres pour ce combat-là. Caceres, il a mangé tous les coups de pied que Yusuff il en a donné, puis il en a donné beaucoup. On s'entend. Là. Il une quarantaine à peu près. Hein. Exact. Il n'y en a pas un qui a été bloqué ou il n'y en a pas un qui a été tenté d'agripper. Il n'y en a pas un qui a eu une contre-attaque immédiate non plus. Donc ça me fait dire que la préparation n'a pas été adéquate pour Caceres. On sait Caceres, son style, c'est aller au sol, travailler au corps à corps. Il a tenté peut-être à 2, max 3 reprises dans le combat. Après ça, il a laissé tomber, il a essayé de se battre debout face à un adversaire que c'est ça sa force. Donc, je pense que là, le fighting IQ de Caceres a vraiment baissé dans ce combat-là. Il était sur 5 victoires de suite. Je ne sais pas si la confiance est venue l'étouffer ou je ne sais pas, mais clairement, j'ai pas aimé sa stratégie, j'ai pas aimé son plan de match, j'ai pas aimé comment il a approché le combat. Puis Yusuff, l'autre, il restait planté devant lui. Fait que ça en est donné à cœur joie. Il a lancé des coups de pied à tour de bras jusqu'à temps que Caceres puisse plus marcher quasiment. 34 coups de pied de Sodiq Yusuff qui ont touché la cible. Là-dessus, il y en a peut-être 32 qui ont fait mal. T'sais. C'est ça. Puis pour vous donner une idée, là, 18 coups à la tête, 12 coups au corps et 34. Donc, plus de coups dans les jambes que de coups au corps et à la tête combinés. C'était vraiment ça la stratégie. Et on parlait durant le combat, on disait Yusuff, tellement bon en Muay Thai, tout ça, tellement. Ça faisait un an qu'il s'était pas battu. On se demandait comment il allait se remettre de sa première défaite à l'UFC. Il est sorti fort. Puis là, on se disait, s'il peut ajouter sa boxe à son Muay Thai ou ses poings à ses jambes. Mais clairement, il n'a pas eu besoin parce que, je veux dire, il a dépecé la jambe de Caceres. Il n'a même pas eu besoin de frapper avec ses poings ou presque. Là, non, puis Caceres avait un avantage de portée, jamais utilisé. Fait que, je veux rien enlever à Yusuff parce que son adversaire s'est battu comme lui voulait qu'il se batte. Fait que, lui, il est correct. Il était bien content. Là, il n'a pas eu besoin de se défendre en lutte ou ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, il y avait le beau jeu. Il y avait un gars qui se battait comme il voulait. Puis il a démoli les jambes. Caceres, je trouve ça bizarre comme. C'est un gars qui, je pense, c'était son 25e ou quelque chose de même, combat à l'UFC. Ouais. Je trouve ça bizarre, un gars qui a de l'expérience de même qui arrive, puis on dirait qu'il est mal préparé face à un adversaire qui, clairement, est un peu, à mon avis, unidimensionnel, qui est très bon debout, mais qui a des lacunes au sol. Avec tout ça, en tout cas, Sodiq Yusuff qui se rapproche du top 10 à 145 livres. Un des bons rounds de l'année, Pat, faut en parler. Drew Dober contre Terrence McKinney. McKinney arrivait dans le combat avec tout le hype au monde. Il venait de battre Fares Ziam il y a 2 semaines en moins d'un demi-round. Avant ça, ça avait été une entrée à l'UFC en 7 secondes. Gros KO contre Matt Frevola. Le train, Terrence McKinney avait quitté la gare. Il a tellement commencé ça fort. Et il a passé à ça, là, d'en finir avec Drew Dober, qui a réussi à résister, laisser passer la tempête, et par la suite, ça a été le contraire. C'est Drew Dober, McKinney avait plus de jus, avait plus rien, et Drew Dober a réussi à finir ça par KO technique avant le premier round. C'était le classique. C'était le classique, commencer trop fort, puis se brûler face à un gars qui en a vu d'autres quand même, Dober. L'expérience l'a sauvé aussi. Là. Absolument. Il y a un mot dans ce combat-là, c'est expérience. McKinney, on sait, c'est un gars qui est super spectaculaire, mais
plus que tu montes en rang, moins que le combat risque de se finir dans les 10 premières secondes. Tu t'entends? Parce que tu vas affronter des gars qui ont plus d'expérience, qui en ont vu, qui ont fait des guerres. Puis Drew Dober, c'est pas mal ça. Je viens de le décrire. Là. Puis je veux dire, oui, c'est vrai que ça passait proche, mais vraiment proche qu'il se fasse finir. Il était à un seul coup de poing parce qu'il était ébranlé, mais il a laissé passer la tempête. Puis c'est ça, McKinney a tout laissé dans les 30 premières secondes, puis après ça, il était brûlé. Il n'avait plus rien. Et Dober, il a eu une chance de terminer le combat, puis il l'a pris. Ça a été quelque chose comme 26 coups consécutifs. T'sais, les coups significatifs qui ont touché la cible, 26-0 dans les 30 premières secondes, comme Pat vient de dire, à l'avantage de McKinney. Puis après ça a été complètement le contraire. 19 contre 5 pour Dober qui a pu terminer ça. Donc, McKinney, oui, pas de recul, mais en même temps, je pense que ça va lui faire... C'est une bonne leçon qu'il a apprise, je pense, cette fin de semaine, le jeune McKinney. Et sa carrière est loin d'être finie. Il avait signé en plus un contrat à l'UFC juste avant. Dans les autres combats, Kyle Roundtree qui a passé un KO à Carl Robertson avec un gros coup de pied au foie. Puis je veux t'entendre sur Alex Pereira, ce fameux kickboxer, ancien champion de Glory, qui avait un gros test. Bruno Silva, un gros cogneur. Et veut pas, quand Pereira a fait ses débuts à l'UFC en novembre avec un flying knee, KO par coup de genou à la volée contre Mihailidis au Madison Square Garden. Pereira est aussi un des seuls qui a battu Israel Adesanya en kickboxing. Donc, veut pas, les attentes sont élevées et on le voit rapide. Et l'histoire est écrite, on le voit déjà pour le titre contre Adesanya. Contre Silva, on a vu quand même que le gars, ça a paru qu'il y avait juste 5 combats d'arts martiaux mixtes d'expérience. Il est talentueux, il est puissant, il est bon debout, mais beaucoup d'aspects à travailler quand même pour Alex Pereira encore. Hein. Ouais, c'est sûr, tu sais, je dis, il est 4-1, il a perdu son premier combat, puis après ça, 4 victoires de suite, 4 KO consécutifs. Donc, c'est sûr que, tu sais, au niveau du kickboxing, c'est correct. Il arrive, puis il amène un nouveau genre de combat debout, comme Adesanya est arrivé dans l'UFC. Mais il est encore très unidimensionnel. Je veux dire, c'est un combat d'arts martiaux mixtes, c'est pas un combat de kickboxing. Donc, quand il va affronter un gars qui va l'amener au sol, qui va être capable de le garder au sol, et encore une fois, oui, Bruno Silva, c'est un gars qui est très bon, c'est un kickboxer très, très bon, mais c'est une ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, puis encore une fois, j'ai trouvé qu'il n'avait pas utilisé toutes ses armes. À un moment donné, je dis, ça te prend, quoi, 12, 13 ans à avoir une ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, puis tu l'utilises pas, ben, ça te servait à quoi, tu sais, je veux dire, c'est ça que je comprends pas. Tu sais que ton adversaire, Pereira, est très, très bon debout, puis il a juste pas mal ça. Il a essayé 2-3 fois, et oui, il a réussi à l'amener en temps, mais il n'a pas été capable de le clouer là. Fait que, je trouve que des fois, on s'entête à vouloir déterminer c'est qui le meilleur dans une facette du jeu. Fait que moi, je suis un bon kickboxer, je veux te montrer que je suis meilleur que toi dans le kickboxing. Mais clairement, je suis meilleur que toi partout ailleurs, mais je veux prouver que je suis meilleur que toi en kickboxing. Fait que ça, je trouve que c'est une mentalité un peu de v'là 10 ans. C'est plus cette mentalité-là aujourd'hui des arts martiaux mixtes. C'est être le combattant le plus complet possible pour être capable d'aller dans les faiblesses de l'autre. Et là, il a lancé un défi à Jared Cannonier. Donc, je sais pas, je veux dire, il n'est même pas classé dans le top 10. Mais le Cannonier va se battre pour le titre, là, fait que je vais peut-être pas choisir sa cible. Non, mais c'est ça. Puis, je pense que je ne demande pas trop. C'est-tu Cannonier? C'est-tu Cannonier qui l'a oui? Je pense que oui. Ben là, je sais pas, je vais vérifier. C'est Cannonier ou Bronson, un des deux. En tout cas, c'est Bronson qui a perdu contre Cannonier il y a un mois. Ouais, ou je sais pas trop, mais c'est un des deux. Là. Mais en tout cas, il a demandé à. Il y a un gars qui était classé dans le top 10, pas loin du top 5 mondial. Fait que, il n'est même pas classé encore. Là. Moi, j'ai hâte de le voir quand on va le mettre contre un lutteur. Quand on va mettre quelqu'un qui va vraiment le mettre dans le trouble, comment il va réagir. Mais au niveau du combat debout, au niveau du kickboxing, on le voit que quand il décide qu'il décloche, c'est dangereux. Ça vient vite, ça vient puissant, puis ça vient précis aussi. Ah oui, il a mis au défi, effectivement, Jared Cannonier. T'as raison. C'est ça. OK, il n'a peut-être pas suivi l'actualité, mais bon. C'est ça. Puis, oui, je sais que t'adores ça quand les combattants prennent la peine de prendre le micro pour lancer des défis et tout ça, puis ils doivent le prendre parce que ça fait un peu partie de leur façon de gravir les échelons, mais il faut être intelligent aussi dans
dans qui on va mettre au défi, là, je veux dire. OK, je mets au défi. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est correct. Je veux dire, il y a une grande confiance en lui, mais là, on a vu des lacunes dans ce combat-là. C'est ce qu'on n'avait pas vu au premier combat. Là, mais tu sais, aussi, c'est que ces 5 victoires qu'il y a eu, on lui a donné des adversaires faits sur mesure pour lui. Quand il va arriver face à un combattant qui n'est pas un kickboxer vraiment c'est ça sa spécialité. Ça va être plus un grinder, un gars qui le colle sur la cage, qui l'amène au sol, qui l'étouffe avec sa lutte. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir. Oui, effectivement. Mais il est un peu chanceux parce qu'à 185 livres, il n'a pas tant que ça. Tu sais, des lutteurs comme ça là, qui vont l'étouffer, des lutteurs à la Habib, des lutteurs à ce genre de monde, à la Shimaev, peut-être Shimaev va monter à 185 livres, je sais pas, mais tu sais, des lutteurs comme ça, à la Makhachev, il n'y en a pas à 185 livres. Il y a peut-être Vettori. Ouais, mais Vettori, il n'est pas une lutte extraordinaire. Oui, ça va être un grinder, il peut te fatiguer, mais c'est pas un gars qui est super technique au niveau de la lutte. Mais c'est ça, il est dans une catégorie qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça, par exemple. Oui, effectivement. Donc, à suivre, mais voilà pour Alex Pereira qui... C'est ça, ça sera peut-être pas en 2022, le combat contre Israël Adesanya. Puis c'est bien correct comme ça. Ça aurait été complètement farfelu de penser aussi que tout de suite comme ça, à son arrivée, on aurait pu le mettre en combat de championnat. Donc, voilà pour la carte de cette fin de semaine. Eagle FC, Pat, ça avait lieu, si je ne m'abuse, vendredi, du côté de Miami. Eagle FC, c'est une nouvelle promotion. Habib Nurmagomedov a acheté une ancienne compagnie russe pour partir sa propre compagnie de promotion. Et là, on a fait beaucoup on a fait des dépenses importantes pour aller chercher des noms et pour mettre ça de l'avant. D'ailleurs, beaucoup de journalistes se questionnent à savoir d'où vient l'argent. C'est nébuleux. C'est pas de menterie, pose pas de questions. Là. C'est ça. Ben, c'est nébuleux, puis je veux pas. Tout ce qui sort de Russie, parfois, on le voit dans l'actualité présentement là, avec les oligarques et tout ça. Bref. Je pense pas que c'est illégal, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est pas Habib de sa poche, là, probablement, qui est capable d'aller chercher des gars. Parce qu'il a signé Kevin Lee à gros prix, qui se battait en fin de semaine contre Diego Sanchez. Revenons un mot sur le combat, premièrement. Là, Kevin Lee. 165 livres. C'est ça. C'est ce qui est la particularité, c'est que les divisions sont un petit peu différentes, notamment. Parce que Kevin Lee il disait toujours. Je suis trop petit pour être à 170 à l'UFC, puis je suis trop gros pour être à 155. Ça me prend un hybride à 165. Et finalement, il y a juste Eagle FC en Amérique qui offre cette catégorie de poids-là. En Eagle FC, on passe à 145 livres, 155 livres, 165 livres, 175 livres. Il y a comme une catégorie de plus, là. 185 après ça, les poids lourds. Bref, donc pour Kevin Lee, c'était parfait. On est allé chercher à gros prix. Et là, on lui donne Diego Sanchez, qui est le bon vieux Diego Sanchez, vétéran, qui a fini sa carrière à l'UFC, qui était plus l'ombre de ce qu'il était à ses débuts. Ça en était triste. Et là, on se disait, mon Dieu, Kevin Lee va ne faire qu'une bouchée de Diego Sanchez. Et s'il devait perdre contre Diego Sanchez, c'est pratiquement impossible. Mais qu'est-ce que ça signifierait pour Kevin Lee? Il a dominé, il a bien fait, Kevin Lee. C'est d'ailleurs surtout blessé. Blessé à un genou sérieusement. Donc, malheureusement, pour lui, il va être à l'écart du jeu. Mais qu'est-ce que tu penses de l'Eagle FC, de leur plan d'affaires et du fait que d'aller chercher un gars qui était bien classé à l'UFC quand même, Kevin Lee, comme tête d'affiche? Oui, puis ils en ont signé quelques-uns. Mais écoute, c'est plus que d'organisation, mieux que c'est pour les combattants. Parce qu'on peut avoir une espèce de négociation pour où aller à gauche, à droite. Habib a mentionné, par exemple, avant le gala, dans la semaine dans le combat, il dit « Moi, je ne suis pas ici pour faire compétition à Bellator à l'UFC. Moi, je suis ici pour donner de la job aux gars. » C'est exactement ça qu'il a dit. Puis, honnêtement, c'est intelligent de sa part aussi, parce que même si tu veux, même si tu as les meilleures intentions au monde, tu ne feras jamais compétition à l'UFC. L'UFC s'est rendu un empire. Okay? T'as bien beau vouloir, là, mais je veux dire, ça vaut 11 milliards aujourd'hui, l'UFC. T'as bien beau, ça marche pas. Là. Fait que ça, c'est intelligent de sa part. Tu peux pas arriver et dire moi, je vais sortir l'UFC, mais regarde, ils vont te démolir. Okay? Ils vont te démolir. Puis ceux qui ont essayé de faire ça avant, ils se sont fait acheter ou ben non, ils se sont fait liquider. C'est un des deux. Fait que,
Mais je pense que c'est bon pour les combattants. Je pense que plus que d'organisation, mieux que c'est. Pour le combat, écoute, Thiago Sanchez, c'est une légende. C'est jamais facile de te battre contre ce gars-là. Il a du cœur au ventre, il a un menton d'acier. Écoute, ce gars-là, c'est le seul qui est encore actif de la saison 1 de l'Ultime Combattant en 2005. Ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, puis il en a fait des combats. C'est pas parce qu'il n'a pas été actif, là. C'est un gars qui est très weird. C'est un gars c'est un personnage, on s'entend, mais il reste que... Tu veux pas te battre contre un gars comme ça. Il est comme tout le temps là. C'est dur de se battre contre un gars de même. Je suis pas surpris que ça soit rendu à la décision. Puis même si Kevin Lee s'est blessé, je suis pas si surpris que ça. Tu parlais des gars qui ont... J'aime moins la stratégie de... Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis il y avait déjà des combattants, beaucoup de combattants russes, est-européens, que je connais pas personnellement, mais je regardais un petit peu avant l'émission. Ils ont déjà des champions, ils ont déjà des gars comme ça qui j'imagine, sont très bons, sont très talentueux, puis ils vont continuer de faire des galas aux États-Unis, d'autres galas en Europe, en Russie même. Donc ça va être international là, comme organisation, Eagle FC. J'aime moins la stratégie d'aller chercher des vieux de la vieille de l'UFC. Junior Dos Santos, Rashad Evans, Renan Barão, Antonio Bigfoot Silva, c'est tous des gars que Habib a signés. Bellator a déjà Silva, mais Silva, il se battra pas. Silva, il n'a pas passé ses tests médicaux. Je pense pas qu'il va réussir à les passer. Il était supposé d'être le main event du premier gala. Donc, justement, c'était le deuxième gala sous la tutelle de Khabib. C'est ça. Puis il n'a pas passé ses tests médicaux. Fait que, je pense pas qu'il va passer. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bellator ont fait ça longtemps, puis on a ri un peu d'eux autres parce qu'on disait qu'ils ramassaient les restants. C'est ça. Mais maintenant, c'est parce que ça te prend aussi des combattants qui ont quand même un nom pour attirer l'attention sur ton organisation. Ouais, probablement que c'est ça. Puis c'est pour potentiellement amener les champions ou les combattants qui étaient déjà en Europe pour pouvoir faire des cartes peut-être aux États-Unis, mais les placer contre des personnes que les gens vont vouloir voir aussi là, ici en Amérique du Nord. Donc, bonne chance à Eagle FC. En tout cas, ça a été apparemment un bon... J'ai pas regardé vendredi soir. Apparemment que ça a été... je pense qu'ils mettent le paquet là, au niveau de la télédiffusion et tout ça. C'est très professionnel comme façon de faire. J'ai même vu que c'était Henry Cejudo qui faisait les entrevues. Il devait être un analyste où il faisait à tout le moins les entrevues dans l'octogone. Charles Sonnen était là-dessus aussi. Donc, je veux dire, ils mettent le paquet, puis apparemment que c'était très bien fait. Donc, un autre joueur à surveiller parmi ces autres organisations-là en Amérique du Nord. On va essayer de suivre ça pour vous et vous tenir au courant. Le prochain gala, je pense que c'est en mai, si je ne m'abuse, et Junior Dos Santos sera une des têtes d'affiche de ce gala. En fin de semaine, Pat, l'UFC, gala qui va se dérouler en Europe, en Angleterre. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas en Angleterre. Depuis la pandémie, l'UFC n'avait pas voyagé. Enfin, parce que là, ça ouvre la porte. Est-ce que tu penses, en fait, que ça ouvre la porte à d'autres galas ailleurs qu'aux États-Unis, potentiellement au Canada, au Brésil? Toujours le fun d'aller au Brésil. Ouais. La foule est incroyable. Parce qu'en 2022? J'espère, là, sauf que là, si tu regardes ce qui se passe en Europe, pas juste à cause de la guerre, là, mais il y a une autre espèce de vague de COVID aussi là, qui se passe là-bas. Fait que je sais pas trop, là, au niveau de la Chine, c'est tout en train de refermer. Il y a du monde qui sont encore confinés. Ils sont moins vaccinés que nous. C'est sûr qu'en Amérique, on est beaucoup vaccinés. Puis je ne vais pas faire la politique sur le vaccin. Là, mais je veux dire, c'est la réalité. Fait que c'est peut-être pour ça que ça peut aider. Mais regarde, la raison, c'est oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Sauf que là, présentement, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller bien plus loin que l'Angleterre. Parce que ça brasse. Plus tu te rapproches de la Russie, là, moins tu veux y aller. Ça, 100%. Mais, c'est un fight night. C'est la première fois depuis la pandémie qu'on voyage pour un fight night et non pas un pay-per-view. Fait que ça veut dire ça aussi que, oui, l'Apex a sauvé les fesses à l'UFC pendant toute la pandémie pour le fight night. On veut continuer à en faire là, mais on veut continuer à se voyager à nouveau pour faire des fight nights. On va aller se promener un peu plus en Amérique, peut-être au Brésil, dépendamment de la situation. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les combattants de se rebattre devant la foule aussi. Donc, mais moi, ce que je retiens le plus, oui, on voyage, mais surtout, c'est un fight night. Donc, ça veut dire que là, on est ouvert
à retourner ailleurs qu'au Apex pour faire des Fight Night. Puis l'autre, le suivant, le 26 mars, Fight Night qu'on va vous présenter aussi à RDS, c'était à Columbus, au Nationwide Arena. Donc, un autre, donc t'as raison, 2 Fight Night consécutifs qui seront à l'extérieur, un à Londres, un à Columbus, alors qu'on n'avait pas vu ça, c'était tout au Apex depuis le début de la pandémie. En finale, Alexander Volkov contre Tom Aspinall, duel chez les poids lourds. Volkov est classé 6e. 3 victoires, 1 défaite à ses 4 derniers combats. Lui, il en a vu là, de l'action dans sa carrière. Ça va être déjà son 45e combat professionnel aux Russes. S'est battu contre les meilleurs ou tous les gros noms chez les lourds. Parfois perdu, parfois gagné, mais en tout cas, ça fait plusieurs années qu'il est dans les classements. Et là, on le met contre Aspinall. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est un bon matchmaking contre Aspinall, qui est la nouvelle sensation. Un Anglais en plus, donc chez lui. Un gars qui est 11-2, 4 victoires, aucune défaite à l'UFC. Tous des victoires très rapides contre des vétérans. Mais là, j'ai l'impression que c'est là. On va savoir ce qu'il y a dans le ventre à Tom Aspinall en fin de semaine contre Alexander Volkov. Hein? Ouais, c'est un test, mais il est grandement capable de passer à travers. Volkov a toujours eu des performances inégales. Des fois, il ne prend pas toujours les bonnes décisions. On se souvient tout le temps quand il s'est battu contre Derek Lewis. Il a gagné le combat puis il a décidé d'aller coup pour coup. Il restait 15 secondes, il s'est fait knocker. Donc, tu sais, ça va toujours dépendre quel genre de Volkov va se présenter. Aspinall, moi, je l'aime beaucoup. C'est un gros bonhomme. C'est la nouvelle génération des poids lourds. Il est agile, il est complet. Frappe solide debout. Très bon avec les soumissions aussi. Mais tu sais, Volkov, c'est un grand et gros bonhomme qui boxe bien, il a des bonnes allonges, donc transfert de poids, il frappe vraiment, vraiment solide. Fait que Spinal, il va falloir qu'il trouve une façon de rentrer à l'intérieur parce qu'il va avoir des avantages à porter, ça c'est sûr. Les défaites, quelques défaites d'Alexander Volkov à l'UFC contre Cyril Gane, contre Curtis Blade et contre Derek Lewis. Tu viens d'en parler. Donc, tu sais, quand il a perdu, oui, mais contre des très gros noms. Et du côté d'Aspinall, KO contre Sergei Spivak à sa dernière sortie. Soumission contre Andrei Arlovski avant ça. Soumission rapide au 2e round, je pense. Et Arlovski, on l'a vu récemment en action. Il a gagné. Il est encore capable de se battre. Là, je veux dire, il n'est pas complètement fini, Andrei Arlovski. KO contre Alan Bodo, le français. Et KO contre Jake Collier, l'américain, à ses débuts. Donc voilà pour Tom Aspinall qui a 28 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération de poids lourds. Il pourrait faire un autre pas de géant là, s'il veut battre Alexander Volkov en fin de semaine. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il a tous les outils pour battre Volkov. Ce ne sera pas facile, mais il est capable. Un duel que j'ai très hâte de voir, celui-là. Arnold Allen contre Dan Hooker. Allen est classé 7e à 145 livres. Hooker, 8e à 155 livres. Mais là, descend. Était un peu dans un cul-de-sac, en fait, où 3 défaites à ses 4 derniers combats contre à 155 livres. Devait relancer sa carrière un petit peu, repartir sur des bonnes bases. Audacieux, moi, je trouve, pour Dan Hooker de descendre à 145 livres. Il a fait le test, mais c'était pas en situation de camp d'entraînement et de combat potentiel. Ce sera pas facile de descendre à 145 livres pour Dan Hooker. C'était pas un petit 155 livres, à ma connaissance. Ben, c'était surtout un grand 155 livres. Ça. Là. À 145, ça va être un des plus grands, là, sinon le plus grand, à mon avis, là, honnêtement. Donc, écoute, je pense qu'il est assez intelligent. Il l'a déjà testé. Il a déjà montré qu'il était capable de le faire. S'il est bien suivi, il y a une bonne équipe autour de lui. Ça devrait être correct. Et tu sais, c'est ça. T'sais, moi aussi, j'ai hâte de voir ce combat-là. Deux combattants qui sont solides dans leur propre aspect de jeu aussi. T'sais, Dan Hooker, c'est un bon kickboxer, très bon debout. Allen est solide avec les soumissions aussi. Debout, il est bon debout, là, mais solide avec les soumissions. Fait que je suis d'accord avec toi. À l'avantage, au niveau de la puissance, avantage clairement à Dan Hooker. Arnold Allen n'a pas énormément de soumission. Arnold Allen, c'est un gars du Tristar, hein, Pat? Donc, c'est le style Tristar un petit peu, le bon dans tout, des bonnes soumissions, capable de contrôler, plus le contrôle du combat là, au niveau du rythme. Et si on va au sol, de contrôler les positions et tout ça. C'est ça, Arnold Allen. Et à son peut-être avantage aussi du côté d'Allen, c'est que il n'y a pas longtemps, Nasrat Akparas, un de ses coéquipiers, s'est battu contre Dan Hooker. Ça ne s'est pas bien terminé. Là, il avait perdu une décision, mais l'équipe, on va pouvoir apprendre de cette défaite-là du côté de Feraz Zahabi et de l'équipe de Arnold Allen. Et on
on le connaît, là, Dan Hooker, de ce combat contre Akparas. Donc, au niveau de la préparation, hâte de voir. C'est un gars qui vient de... C'est un Anglais, là, Arnold Allen aussi également, donc ça va se battre à la maison en Angleterre. Paddy Pimblett, le retour de Paddy the Baddy aussi sur la carte en fin de semaine. Il va se battre contre Rodrigo Vargas. Est-ce que tu as hâte de voir Gunnar Nelson? Goonie? Son retour? 2 ans et demi qu'on l'a pas vu. Eh oui. J'avais oublié bien Rad. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est un combattant que j'aimais beaucoup là, quand il se battait. C'est un gars qui est. C'est un gars qui est un gars de karaté debout. C'est un bon gars de soumission. Très, très bon gars de soumission. Écoute, moi, je pensais qu'il avait pris sa retraite quasiment. Je pensais pas qu'il allait jamais revenir. Puis finalement, il revient. Écoute, moi, j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est un combattant que j'aimais. Ouais, moi aussi, un des meilleurs gars de Jiu-Jitsu, un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu dans l'UFC, Gunnar Nelson. Et on va voir Elia Topuria contre Jai Herbert également, à 155 livres. Topuria devait se battre contre Charles Jourdain juste avant Noël. Puis, avait pas pu se rendre jusqu'à la pesée à 145 livres. A décidé de monter de catégorie. Je sais pas si ça va être de façon permanente ou temporaire, mais bref... On va revoir Elia Topuria dans l'octogone en fin de semaine. Je vous précise que ce n'est pas ARDS, malheureusement, cette carte, qui est une très bonne carte par ailleurs, mais malheureusement pas ARDS. C'est un des galas exclusifs à la plateforme UFC Fight Pass de l'UFC. Donc, heure européenne, là, ça va se passer en journée, samedi également, si vous êtes abonné à UFC Fight Pass pour ce gala en direct du O2 Arena de Londres. Actualité en martiaux mix, on va passer peut-être un petit nos 10 dernières minutes, Pat, là-dessus. On a vu cette semaine que Francis Ngannou, on s'en doutait, là, va se faire opérer à un genou, absent pour 9 mois. Ça relance vraiment son statut avec l'UFC. Ça relance le statut de la ceinture également, de la division des lourds. Est-ce qu'on va faire un championnat intérimaire? 9 mois, c'est quand même assez long. Et par expérience, on a déjà fait des championnats intérimaires alors que le champion était même pas blessé. Là. Mais il y a une chose qu'il faut que le monde comprenne, là, c'est que Ngannou n'a plus de contrat avec l'UFC. De un. OK? Ça veut dire, OK, mais pourquoi il est encore champion? Parce que c'est la clause de champion du monde. Donc, quand tu es à ton dernier combat sur ton contrat, si tu défends ton titre, t'es encore sous contrat ou t'appartiens encore à l'UFC pendant 1 an de temps pour défendre ton titre. Puis après ça, tu peux devenir agent libre, mais tu perds ton titre si tu décides de t'en aller. Mais là, quand il va revenir, là, ça fait déjà 3 mois de ce combat-là, quand il a gagné, ou quelque chose de même. Ça fait pas loin de 3 mois. Là. Ouais, c'est vrai. Là, il est out 9 mois. Il va revenir, là. Ça va être le temps pour lui de partir ou de re-signer. Fait que lui, là, je veux dire, écoute, là, il aurait pu se faire opérer bien avant. Okay, tout donc, est calculé. C'est ça, OK. Tout ouais, est calculé. C'est sûr et certain que tout est calculé pour qu'il puisse revenir en combat la journée presque même qui arrive à 12 mois. Pour négocier à la hausse, beaucoup à la hausse, pour que l'UFC le garde en tant que champion, puis que, admettons que John Jones revient, on fasse un combat de John Jones contre Ngannou. C'est tout calculé, j'en suis persuadé à 100% que c'est cette raison-là pourquoi il ne s'est pas fait opérer. C'est pas fou, j'avais pas réfléchi à ça. Tout est plus machiavélique que moi, clairement, mais en connaissant... Ben, c'est ça. Non, mais en connaissant l'historique de Ngannou et avec l'UFC, on sait que ça a défrayé pas mal la manchette. Ouais. Si on devait faire un championnat intérimaire, est-ce que... Ben, je te donne des noms, là. Cyril Gane, bien sûr. Stipe Miocic. Tai Tuivasa, qui est la nouvelle coqueluche, nouvelle vedette des poids lourds après son gros corps contre Derek Lewis. Je te nomme un gars comme Aspinall, mettons, s'il gagne cette fin de semaine. Mm-hmm. Comment si on devait faire un titre intérimaire, tu irais vers quoi? Je sais pas. Honnêtement, Miocic gagne? Je sais pas. Ouais, Miocic gagne. Gane a déjà été champion intérimaire. Miocic, on n'a pas vraiment de temps. Aussi, c'est nébuleux. Là. Aussi. Exact, c'est nébuleux. Puis le sujet le plus nébuleux de l'histoire de l'UFC, c'est John Jones. Est-ce que finalement, il va-tu arrêter de faire le cave à l'extérieur puis il va se présenter dans l'octogone à un moment donné? Fait que, je sais pas. Puis je pense aussi, c'est pour ça que Ngannou, écoute, ça ne dérange pas tant que ça de ne pas se battre parce qu'il ne se passe pas grand-chose en arrière de lui présentement. Fait que, puis c'est ça. Puis je pense que c'est une façon de négocier à la hausse quand ça va être le temps de revenir.
Intéressant. Michael Chandler contre Tony Ferguson à l'UFC 274. C'est pas fait, mais presque. C'est du bon matchmaking. J'aime ça. Deux gars, par contre, deux gars très talentueux. Là. On remet rien là-dedans. Mais deux gars qui ont besoin de victoire, par contre. Parce que Chandler, c'est 2 défaites de suite contre Oliveira et contre Gaethje, qui sont là. Et pour Ferguson, lui, si je ne m'abuse, c'est 3 défaites de suite contre Oliveira aussi, contre Gaethje aussi, puis la 3e, je me rappelle plus, mais en tout cas, de toute façon, Tony Ferguson... J'essaie de t'aider. C'est ça, mais c'est pas grave, là, où je veux en venir, c'est que Tony Ferguson, il était sur une séquence tout simplement incroyable avant de croiser le fer avec Charles Oliveira, qui... et depuis ce temps-là, il est plus capable de gagner. Il a 38 ans. Je sais. Qui a le plus. Benel Dariush, voilà. Qui a le plus à perdre entre Tony Ferguson et Michael Chandler, selon toi, Pat? Écoute, je pense que c'est dur à dire, là, parce que les deux ont perdu contre des tops. Là. Mais je vais dire Ferguson, je pense. Ah, je pense Ferguson, je pense que c'est lui qui a le plus à perdre là-dedans. On dirait qu'il a perdu ses repères quand il s'est battu contre Charles Oliveira. Là, je veux dire, il s'est fait démonter. Là. Je veux dire, il s'est fait démonter dans son propre jeu à lui, le jeu au sol. Regarde, c'était quelque chose. Il reste que c'est 3 défaites de suite, mais c'est 3 défaites presque par décision. Il s'est fait finir par Gaethje au 5e round. Fait que, tu sais, il était encore là, mais c'est un style ça a longtemps marché parce que c'est un style qui est vraiment tout croche, mais c'est son style à lui. Mais là, le monde le connaisse. Là. Fait que, tu sais, le monde sont faciles à s'ajuster un peu plus au niveau de son style à Tony Ferguson. Mais il reste que c'est un très bon combattant. C'est un autre personnage assez spécial. Mais, je pense que c'était le match-up à faire. C'est un excellent match-up. Moi, j'adore ça. J'espère que ça va se concrétiser parce que je trouve que c'était le combat à faire. Ouais, effectivement. Donc, ce serait sur la carte principale de l'UFC 274 au mois de mai. Comme je vous dis, c'est pas officialisé, mais les pourparlers sont très avancés. Est-ce que Jake Paul, ça t'inspire une discussion ou il essaye... Ben, je vais juste ça. Vas-y. M'a dire une affaire là-dessus. Jake Paul n'arrête pas de critiquer tout le monde. Jake Paul, on s'entend, il est millionnaire. Il a beaucoup d'argent. Il se vante qu'il est capable d'avoir beaucoup de sponsorship. Il se vante qu'il est capable d'avoir plein de monde qui vont l'appuyer dans tout ce qu'il fait dans ses démarches. Mais il n'est pas game, lui, de partir une fédération et de payer le monde comme qu'il aimerait que les combattants soient payés. Lui, il a une cause, puis il veut que ce soit les autres qui payent pour sa cause à lui. Fait que c'est ça que moi, je trouve ça bizarre. Pas bizarre, mais c'est ça qui me tape ses nerfs, je te dirais. Je suis d'accord avec sa requête. Je suis d'accord avec sa quête. Avec son request, je suis d'accord. Que les combattants devraient être mieux payés. Mais là, il lance des défis. Il dit, OK, je vais me battre contre Conor. Si je gagne, tu donnes une assurance vie à tes combattants. Puis si je perds, ben, je donne ma bourse à moi, à tous les combattants. Voilà. On s'entend, là, il y a 700 combattants. Même s'ils gagnent 1 million, les 700 combattants n'ont pas grand-chose. Mais il reste que... C'est ça. Fait que si t'es pas content, puis Dana White l'a déjà dit, puis je veux dire, j'étais d'accord un peu avec Dana White. Il dit, si t'es pas content comment que moi je paye mes combattants, ben porte-toi-en une organisation puis paye les combattants comme tu veux. Ben c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est pas... Paul n'est pas dans la rue, là. Il fait beaucoup d'argent, il est multimillionnaire, puis il est capable d'avoir plein de sponsors autour de lui pour faire une organisation. Mais être promoteur, là, c'est de la job en maudit. C'est du casse-tête, puis c'est pas une job facile. Fait que je suis pas sûr que ça ait temps de rentrer là-dedans. Fait que moi, je suis un peu d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec Jake Paul, je suis d'accord avec Paul que il faut que les combattants soient mieux payés. Mais je suis d'accord avec Dana White aussi. Regarde, si t'es pas content, ben parle à ton organisation et paye les gars comme tu penses qu'ils devraient être payés. C'est ça. Puis on l'a vu. On l'a vu que c'est pas juste l'argent non plus. C'est important, là, l'argent, c'est important, les avantages sociaux, les assurances maladie et tout ça, on est tous pour ça au niveau des combattants et tout ça. Mais il y a bien des combattants qui se disent, regarde, je préfère rester à l'UFC,
gravir les échelons, manger mon pain noir pendant une couple d'années, puis devenir champion, puis finalement faire des bonnes bourses, puis être champion ou être parmi les meilleurs de l'UFC, parce que c'est la meilleure organisation au monde et c'est reconnu. Alors que d'être payé vraiment cher, mais être champion d'une organisation qui est peut-être moins reconnue aussi au niveau de la notoriété. Là. Ben, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Aussi, il faut que tu comprennes que ces 3 lettres-là UFC là, sont ultra puissantes, sont ultra monnayables à l'extérieur d'Octogone. Si t'es pas assez intelligent pour voir ça puis comprendre que t'es ta propre business, t'es une petite PME, puis il faut que tu surutilises ces 3 lettres-là. Moi, j'en suis un, puis j'ai surutilise encore. Je profite de ces 3 lettres-là à tous les jours. Mais c'est ça. T'sais, oui, j'ai fait des belles bourses dans ma vie. Oui, mais ce que j'ai aujourd'hui, là, c'est à cause de l'UFC, mais pas nécessairement à cause des coups de poing sur la gueule que j'ai donnés. C'est à cause de ces 3 lettres-là. Il faut que tu comprennes qu'elles sont très, très fortes. Moi, je vais dire à quelqu'un, là, hey, je suis champion du monde de Bellator. Ah, good, c'est carré. Là, je vais dire, hey, je vais pas au UFC. Là, c'est le premier combat de la sous-carte, mais je vais pas au UFC. T'es un UFC fighter, c'est carré. C'est ça la différence. C'est la différence de la puissance de ces 3 lettres-là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça résume bien la situation. On est... Et je te rejoins. Pour la requête, pour améliorer le sort des combattants, mais effectivement, mets ta bouche, mets tes pieds où ta bouche est, là, ou tu sais, talk the talk, walk the walk, là, Jake Paul. Surtout aujourd'hui, les athlètes, il faut que tu te vendes. T'es rendu, c'est ça, là. Tu sais, c'est plus les performances sportives. Il faut que tu sois entertainment, il faut que tu sois un artiste plus qu'un athlète. C'est ça pareil. Voilà. Ça résume très bien, effectivement. Je vais finir avec, je sais pas si tu as vu ça, ce soir-là, Kevin Harlan, qui a, dans un restaurant de Houston, a réussi à maîtriser avec un de ses partenaires d'entraînement un gars qui était... qui est arrivé avec un fusil puis qui a lancé des coups de feu dans le restaurant. Et Kevin Harlan et un de ses partenaires d'entraînement ont réussi à maîtriser ce gars-là. Puis c'est ça, c'est la deuxième fois en 6 mois. Là, il y a 6 mois, il avait réussi à arrêter à lui-même un voleur de voiture. Là, dans un restaurant, c'est lui qui maîtrise un tireur quand la police, avant que la police arrive. Il se retrouve dans des drôles de situations, Kevin Harlan, mais être combattant, et c'est ça qui m'impressionne, en fait, c'est que, je veux dire, il y a eu du courage, de 1, puis de 2, son entraînement lui a donné du courage aussi, là, de dire, OK, moi, j'ai les outils dans mon coffre pour me protéger, mais protéger les autres aussi. Tu sais, Ben, en tout cas, je sais pas toi, là, mais je pense, on a tous déjà rêvé qu'une situation de même nous arrive, puis qu'on sort de là, puis on a le héros, puis on a maîtrisé le voleur, ou le cambrioleur, ou le méchant. Mais le dire puis le faire en vrai, là, le gars, il a un gun, là, puis tu dis, OK, j'y vais. Là. Ça, c'est 2 affaires, on dit. Là. Vraiment 2 affaires. Moi, j'ai un de mes amis qui a un restaurant, il s'est fait défoncer. Il était dans le restaurant, puis il s'est sauvé. Il dit, moi, j'ai toujours pensé que si quelqu'un rentre chez nous, ben, je vais le tabasser. Il dit, ben, la panique m'a pogné, puis je suis parti. Ben, je dis, ben, tu sais pas comment tu vas réagir. C'est normal. Je pense que 9 personnes sur 10 réagiraient comme ça, c'est ça. Mais penser le faire, puis le faire sur le moment, puis pas penser, puis le gars, il a un gun, puis tu sautes dessus. Mais ça prend des couilles, honnêtement, là. Puis 2 fois en plus, moi, je lève mon chapeau. Ouais. On pense tous qu'on va être capable de le faire. Mais quand ça arrive, là, je serais bien curieux de voir vraiment le monde qui a assez de couilles pour pouvoir le faire. 100%. Kevin Harlan est un de ceux-là. En plus de... Je pense que c'est lui aussi là, qui prend des trolls sur Internet, il leur paye leur billet d'avion, puis il leur dit viens au gym, tu penses que c'est Kevin Harlan. Ça fait 2 fois ça aussi qu'il fait ça. Honnêtement, tu parles de devenir un artiste ou un entertainer à l'extérieur, là, Kevin Harlan avec ça. Puis, des fois c'est hors de son contrôle, là, je veux dire, il ne pouvait pas prévoir qu'il allait avoir un tireur, mais je veux dire, utiliser ça pour après ça. Tu vois, on en parle de Kevin Harlan, puis on le sait c'est qui, puis ce qu'il fait, bref. Mais non, c'est ce chapeau. Puis il a quand même avoué après, en mettant ça sur ses médias sociaux, de dire regardez, là, je souris, là, mais je pense que c'est les nerfs là, qui sont embarqués. Là, puis là, il dit je suis très, très, très reconnaissant que ça se soit bien passé, que personne n'a été blessé. Puis honnêtement, ça le fait prendre conscience que ça peut basculer en un instant. On était sortis prendre des sushis un soir, boire une coupe de bière avec les chums, puis on aurait pu pas. On aurait pu pas rentrer au gym demain matin, là, puis fait que c'est ça, c'était un peu ça le message aussi qu'il a lancé, de dire profitez de vos moments, puis profitez de la vie, puis dites je t'aime à vos proches, parce que ça peut basculer en un instant.
Pat, je disais un petit peu plus tôt que je voulais. J'avais besoin de l'aide des gens, en fait. Je veux juste dire une autre. Vendredi, Michael Dufort, qui va se battre pour Challenger PFL. T'as raison. Écoute, si vous trouvez comment l'écouter, bravo, là. Mais je pense qu'ici, ça va être impossible de l'écouter au Québec, même au Canada. Mais vendredi, il se bat pour une place pour rentrer dans le tournoi ou dans la grande organisation de PFL. C'est comme contender à l'UFC, mais au PFL. Donc, un combat important pour lui vendredi. C'est vrai, je l'avais oublié de le mettre comme sujet, mais je voulais t'en parler de ça parce que j'avais une question pour toi. Mick, tu te rappelles, il était venu en entrevue puis il nous avait dit... à sa dernière sortie à Samouraï, ça faisait 2 ans ou près. En tout cas, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas battu. C'était au Québec, il y avait du monde. Je voulais me donner en spectacle. J'ai échangé coup pour coup. Ça s'est retourné contre lui de se donner en spectacle, de vouloir se. Puis, il n'est pas allé dans ses forces non plus. Il n'a pas voulu aller au sol avec le gars, il a voulu échanger. Puis, ce qu'il nous a dit en entrevue, il a dit. Là, je travaille vraiment sur ma lutte, puis je travaille sur le contrôle de mes adversaires, puis je veux, des gars comme Khabib, des gars comme Shimaev, des gars de même Makhachev, on voit qu'ils sont forts, sont inarrêtables à cause qu'ils sont forts au sol, tout ça, puis avec Olivier, c'est là-dessus qu'on travaille au gym. Je voulais te demander, il faut qu'il se donne en spectacle parce que c'est un concours de popularité là, où il s'en va faire. Il faut qu'il ait gagné un combat, mais il y a des juges, un panel de juges qui va décider s'il y a ce qu'il faut pour rentrer dans la grande organisation. Ouais. Il y a peut-être un danger aussi. Ça va être tough pour lui de trouver l'équilibre entre gagner son combat, être dominant, mais aussi essayer de donner un show. Là. Oui, mais je veux dire, il peut faire les deux. Mais puis j'en ai parlé avec Nathan Roy, qui est un de ses entraîneurs. Puis il m'a dit, on est vraiment revenu à des choses, garder ça simple. Et si Caldifort garde des choses simples, il va donner une performance dominante puis il va impressionner le monde. Ça, je suis sûr et certain. Parce que, il va être capable s'il est capable d'amener au sol très solide, il va être capable de finir avec des soumissions qui sont vraiment uniques en son genre. Fait que, s'il garde ça simple puis il essaie pas de, justement, s'il essaie de trop en faire, c'est là que ça va déraper. C'est là que ça ira pas bien. Il faut qu'il garde ses instincts, il faut qu'il garde ses meilleurs atouts, puis qu'il aille dominer exactement là où sont ses forces. Puis je pense que juste avec ça, il va être capable de finir le combat. C'est vendredi à PFL Challenger Series contre Arut Pogosian, un Roumain, si je ne m'abuse. Un gars plus debout, qui est un peu flat-foot, qui travaille beaucoup avec son crochet de la main avant. Puis les mains sont très hautes, donc pour les coups au corps, c'est intéressant, mais surtout pour les chutes. Donc beaucoup plus facile de rentrer à l'intérieur avec un petit setup des mains. Je pense que ils ont fait leur travail, ils ont fait leur job, leur devoir pour passer à travers, pour démolir le Roumain. Un gars qui est 9-3, il vient d'Estonie, Arut Pogosian. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, Michael est en Floride avec Richard O, entre autres. Prêt pour ce combat-là. Il sait que c'est une grosse chance pour lui, Michael. Donc, on lui souhaite bonne chance. C'est sur Fubo TV. J'avais regardé. Sauf erreur, on peut s'abonner au Canada, mais ça va vous prendre un abonnement mensuel. Là, ça va vous coûter quelques dollars, mais ça vaut peut-être la peine pour encourager Michael Dufort. Et s'il fait partie du tournoi de PFL, ben là, ça va commencer ça vraisemblablement au mois d'avril. Olivier est encore chez PFL. Rory McDonald est encore chez PFL. Kyle Harrison aussi. Anthony Pettis est là. Bref, des beaux noms chez PFL et ça va diffuser au mois d'avril la compétition officielle, le tournoi officiel de PFL. OK, c'est ça, je voulais vous demander, les amis, ceux qui nous écoutez sur une base régulière ou même si vous tombez par hasard sur notre podcast, parce que vous connaissez un peu le topo, là, ce qu'on fait, Pat et moi en général. 90% ou à peu près de nos sujets, c'est UFC, bien sûr. On revient sur les galas, on met la table pour les prochains. On essaie de faire des entrevues souvent avec des combattants, de chez nous, entre autres. Mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous préférez en fait du podcast, parce qu'on aime. C'est important d'avoir du feedback. Quelle portion du podcast vous préférez? Sur quoi vous voulez qu'on mette plus d'emphase, moins d'emphase? Est-ce que vous voulez plus d'entrevues, moins d'entrevues? Est-ce que vous voulez plus d'invités? Ça peut être des journalistes, ça peut être aussi... C'est sûr que nos invités, on est un petit peu... la barrière de la langue nous empêche un petit peu, mais il n'y a rien qui nous empêche d'essayer d'avoir des combattants qui parlent anglais aussi, également. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous signe. Bref, ce que je vous demande, c'est... Avez-vous des idées? Puis qu'est-ce que vous préférez du podcast? J'ai très hâte de vous lire. Vous connaissez nos réseaux sociaux, mais je vais vous le dire quand même. Vous pouvez m'écrire à moi personnellement au
sur Twitter, Ben Baudouin RDS, ou sur Instagram, Ben_Baudouin. Pat, peux-tu dire tes médias sociaux, s'il te plaît? Ouais, c'est Patrick_Côté sur Twitter. Il faut aller sur mon Instagram aussi, Pat Côté MMA. Et puis, n'hésitez pas, le hashtag UFCRDS aussi, on est là-dessus, on peut vous lire à cet endroit-là. Bref, c'est ça, on le fait pour vous, le podcast. Je sais que vous êtes plusieurs à nous suivre, donc n'hésitez pas à nous donner votre feedback, puis on va s'ajuster, puis on va essayer d'ajuster le tir, parce que veut pas, Pat, on s'approche de notre 100e épisode quand même, dans 5 épisodes, donc ça pourrait peut-être être un bon moment de renouveler la formule ou d'ajuster tout ça pour notre 100e épisode, qui sait. Mais celui-ci, le numéro 95, était très intéressant en compagnie, mon cher ami. Ouais, ça fait plaisir, Bien, même chose, je te renvoie. Ça passe vite, hein, déjà. Vraiment. Vraiment. Moi aussi, j'ai l'heure avant que je comme OK, go. Là. Mais en bonne compagnie, avec des bons sujets, ça nous aide beaucoup. On espère, vous, que vous avez apprécié également à la maison. On est sur toutes les plateformes. On est sur YouTube également, la page YouTube de RDS, iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify. Tout ça. Donc, dans la cage, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre épisode. Pat, merci. Merci à tout le monde à la maison. Ciao.